Bon, quand je dis le mot avion, qu'est-ce qui te vient à l'esprit ? Non, paille, a dit la pilote dans l'avion, cherche autre chose. Allez, je t'aide. Il est grand, blanc, avec un nez arrondi, des pneus relativement petits, 2 ailes avec un angle bizarre et des extrémités recourbées, et il décolle généralement en retard. Oh, et tu montes toujours à bord par le côté gauche. Comment ça, tu montes toujours à bord par le côté gauche ? Mais parfaitement, et je vais t'expliquer pourquoi. Les avions commerciaux ont généralement leurs ailes tournées vers l'arrière. C'est pourquoi on les appelle aussi ailes en angle de flèche. Cette force leur permet de voler aussi vite. L'air se déplace au-dessus des ailes à une vitesse plus élevée qu'en dessous. Cela crée des ondes de choc qui autrement ralentiraient l'avion. Mais ces ailes en angle de flèche réduisent miraculeusement, je plaisante, c'est juste de la physique, la vitesse de l'air au-dessus de l'aile. C'est pour cela qu'il n'y a pas d'onde de choc et l'avion peut atteindre des vitesses incroyables. En plus d'être incliné vers l'arrière, de nombreuses ailes d'avion ont également des extrémités courbes. C'est ce qu'on appelle les winglets. Lorsqu'un avion vole, il y a une différence de pression entre la surface supérieure et inférieure de l'aile. Cette différence est suffisamment importante pour produire des tourbillons marginaux au bout de l'aile. Cela ressemble à des mini-tornades, ce qui me semble assez dangereux. Ces tourbillons ralentissent la vitesse de l'avion, entraînent une plus grande consommation de carburant, provoquent des émissions de CO2 plus élevées et créent des problèmes de sécurité. Si un avion suit un autre qui produit des tourbillons comme ceux-ci, il peut perdre sa stabilité et se retrouver dans une situation d'urgence. Heureusement, les ingénieurs ont inventé des winglets pour séparer ces deux zones et comme les pressions sont différentes, cela empêche l'apparition de tourbillons. D'accord, mais pourquoi toute l'aile est-elle inclinée vers le haut au lieu d'être parfaitement parallèle au sol ? Cet angle vers le haut est crucial pour assurer la stabilité de l'avion. Cette stabilité est menacée lorsqu'un avion rencontre un obstacle, comme une turbulence, car cela peut le faire tanguer vers l'autre côté. Lorsque cela se produit, l'aile qui monte le plus perd de la portance et redescend naturellement. L'aile qui va vers le bas devient parallèle au sol et génère plus de portance, ce qui la fait remonter. Et voilà, l'avion se remet à l'horizontale tout seul grâce à l'inclinaison des ailes vers le haut. Voyons un peu plus en détail ce qu'est la portance. Après tout, c'est l'une des forces qui aide un avion à rester en l'air et à avancer. L'angle avec lequel arrive l'air sur l'aile est connu sous le nom d'angle d'attaque. La portance dépend fortement de cet angle. Prends une aile et commence à l'incliner vers le haut, comme lorsqu'un avion décolle, et tu verras que la portance s'améliore. Mais seulement jusqu'à un certain point. Si tu inclines trop l'aile, la portance diminuera ou disparaîtra complètement, ce qui entraînera un décrochage de l'avion et finira par tomber. Si les ailes sont inclinées vers le bas, la portance diminue. Tu peux le voir lorsqu'un avion pique du nez avant d'atterrir. Pour résumer, les ailes d'un avion sont une merveille de l'ingénierie. Une autre chose que tu peux voir si tu regardes un avion, quand il est sur le point de toucher le sol, c'est que son train d'atterrissage est un peu incliné. Sur certains avions, la partie arrière des roues touche le sol en premier, comme si tu marchais sur tes talons. L'inclinaison sert à plusieurs choses. Pour adoucir l'atterrissage et absorber le choc quand il se pose, pour mettre l'avion à niveau et l'empêcher de s'incliner vers l'avant, et pour permettre au train d'atterrissage de se ranger correctement dans son logement. Et en parlant de roues, tu as déjà remarqué à quel point elles sont petites pour supporter une machine aussi grande ? Eh bien, si on fabriquait les roues d'avions plus grandes, cela ajouterait une charge supplémentaire, et les avions gaspilleraient plus de carburant pour les transporter. Et plus un avion consomme de carburant, plus une compagnie aérienne perd de l'argent. C'est pourquoi les fabricants ont une tâche difficile. Ils doivent fabriquer des roues et des pneus d'avion le plus petits, robustes et sûrs possible. Et ils y sont parvenus. Tout le monde sait que les pneus d'avion sont également super gonflés. La pression à l'intérieur est 6 fois plus élevée que celle des pneus de ta voiture et 4 fois plus grande que ce qu'une personne peut supporter. Étonnamment, grâce à cette pression, ainsi qu'au matériel dont ils sont faits, les pneus n'éclatent pas sous l'immense poids d'un avion qui atterrit. Si tu voles pendant la nuit, tu peux voir des lumières qui clignotent sur les ailes de l'avion. La lumière à l'extrémité de l'aile gauche est rouge et celle de droite est verte. Je sais que tu ne peux pas les voir toutes les deux puisque tu es coincé au milieu de la section économique. Alors tu vas devoir me faire confiance. Ce système d'éclairage aide les pilotes à déterminer la direction dans laquelle volent les avions pendant la nuit et sert à éviter des collisions. Les feux verts et rouges des avions commerciaux doivent être allumés du coucher au lever du soleil. La plupart des avions de ligne ont le nez joliment arrondi, mais certains en ont un pointu. Alors, quelle est la différence ? La forme du nez de ton avion signifie simplement que tu ne vas pas voyager plus vite que la vitesse du son. Pendant le vol, le nez arrondi pousse l'air devant l'avion, ce qui lui permet de traverser librement le long du corps de l'appareil sans rencontrer de forte résistance. Plus l'avion sera rapide et plus son nez sera pointu, car il doit couper l'air et avoir le moins de résistance possible. C'est pourquoi presque tous les avions supersoniques, ceux qui voyagent plus vite que la vitesse du son, ont le nez pointu. Tout comme les sorcières avec un nez pointu qui volent sur leur balai. Oui, elles peuvent aussi devenir supersoniques. Tu ne le savais pas, n'est-ce pas ? Alors pourquoi ne pas construire des avions commerciaux avec des nez pointus ? Cela ne rendrait-il pas l'avion plus rapide ? Non.
Si la vitesse d'un avion est subsonique, inférieure à la vitesse du son, le nez arrondi provoque moins de traînées. C'est l'une des forces qui maintient les avions en l'air mais en même temps les ralentit. De plus, les nez pointus sont plus longs que les nez arrondis, ce qui peut empêcher les pilotes de voir clairement la piste. Les avions commerciaux ont des portes des deux côtés, mais dans la plupart des cas, tu embarques par la gauche. C'est d'abord une tradition. Auparavant, les aéroports étaient organisés de telle manière qu'un avion devait rouler jusqu'au terminal pour déposer ses passagers. Les pilotes s'asseyaient sur le côté gauche et devaient voir où ils allaient mettre la porte de l'avion juste devant l'entrée du terminal. S'ils se trompaient sur la distance, ils pouvaient frapper l'aile contre le bâtiment. De nos jours, l'embarquement du côté gauche est davantage une question de sécurité. Le côté droit est utilisé pour le ravitaillement en carburant de l'avion et le chargement et déchargement des bagages et du fret. Si les passagers entraient également dans l'avion par ce côté, cela serait problématique et entraînerait probablement des accidents. L'embarquement par le côté gauche fait aussi écho à la conception des navires. Le côté gauche d'un bateau est celui où les gens montent et descendent. Les constructeurs d'avions et de passerelles d'embarquement ont peut-être simplement suivi cette pratique maritime. Les avions commerciaux modernes ont au moins 6 entrées ou sorties. 2 à l'avant de la cabine passager, 2 à l'arrière et 2 sorties de secours au-dessus des ailes. Tu te souviens du discours qu'ils te font juste avant le décollage? Alors pourquoi les compagnies aériennes ne gagnent-elles pas du temps en laissant les gens entrer par toutes les portes en même temps? Ok, peut-être pas celle des ailes, mais qu'en est-il des 4 autres? Eh bien tu ne peux pas utiliser le côté droit à cause de toute cette histoire de bagages et de ravitaillement en carburant que je viens de mentionner. Donc nous nous retrouvons avec juste une porte avant et une porte arrière sur la gauche. Certaines compagnies aériennes utilisent les deux pour l'embarquement et le débarquement. Mais il s'agit surtout de transporteurs à bas prix qui amènent les passagers aux avions par bus et utilisent des escaliers mobiles. Mais si les gens montent à bord d'un avion par une passerelle, l'utilisation des deux portes ne fonctionnera pas. Les passerelles arrivent jusqu'à l'entrée avant gauche. Pour atteindre celle de l'arrière, il faudrait faire le tour de l'aile. En d'autres termes, les passerelles devraient être plus longues, ce qui signifie non seulement plus d'argent dépensé, mais aussi plus d'espace occupé dans le terminal, qui est déjà étroit. Et enfin, les portes arrière et du côté opposé sont parfois utilisées pour charger la nourriture et les boissons et sortir les poubelles. Si les passagers embarquaient par ces portes, cela ne ferait pas gagner du temps supplémentaire, en fait, cela ralentirait tout. Mais revenons aux bus et aux escaliers mobiles. Pourquoi ils sont encore là? Pourquoi ne pas utiliser les bonnes passerelles d'embarquement qui peuvent toujours te protéger de la pluie et du vent? Certains aéroports sont tout simplement trop occupés et n'ont pas assez de portes d'embarquement. Il faut soit utiliser les bus et les escaliers mobiles, soit attendre pendant des heures qu'une porte soit disponible. De plus, si tu voyages avec une compagnie aérienne à bas prix, elle essaiera d'économiser autant d'argent que possible. Après tout, ce n'est pas pour rien qu'elle est moins chère. Comme les passerelles et les parkings proches des portes d'embarquement coûtent cher, les compagnies à bas prix préfèrent les parkings plus éloignés, les escaliers mobiles et les bus. C'est tout. Toute chose à son prix. Et si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.